à la même époque, nous avions eu l'opportunité de présenter de manière générale, effectivement ce pays, voilà, dans lequel on est présent. Donc, pour ma part, je suis le CEO de la société. Toute l'équipe de CEMO est avec moi, enfin pas ici présente dans le bureau bien sûr, mais pour accueillir avec grand plaisir l'intégralité des participants marocains. Et avec moi donc, dans le bureau, ce qui n'était pas prévu, mais c'est une chance, on a notre directeur général de la filiale à Abidjan qui est donc présent, qui vient d'arriver. Et c'est intéressant dans le sens où, par ailleurs, c'est un expert industriel. Voilà. Il a été pendant 20 ans directeur du département industrie, infrastructure du bureau Veritas d'Abidjan. Donc, en la matière, c'est vraiment lui le professionnel. Et notamment, je pense que dans la partie des questions-réponses, il y aura sans doute matière à pouvoir apporter des réponses plus précises que je ne serai en mesure de le faire. Voilà. Donc, je vous propose qu'on avance. Globalement, voilà la manière dont on a prévu que ça se passe. Une très courte introduction. On essaiera de voir un peu dans quelle mesure le Maroc et la Côte d'Ivoire sur la partie globale. Ça fait un peu sens avec ce que nous avions fait précédemment, cette partie-là, qui est très courte. Bien sûr, on va amener des informations pays, des indicateurs, des données. On va aborder le secteur industriel. D'ailleurs, il me semble qu'industriel, il n'y a pas deux LE. Excusez-nous pour la coquille, orthographe. Donc, l'intérêt du Code des investissements de la zone franche, beaucoup d'opportunités du secteur. Donc, ça sera très verbal sur l'opportunité du secteur et puis une partie, comme d'habitude, sur des questions et réponses. Voilà ce que nous vous proposons. Alors, en guise d'introduction, il nous a paru intéressant de cibler la région et la Côte d'Ivoire, et notamment vous mettre deux chiffres importants. La Côte d'Ivoire, ça représente donc 35% environ du PIB et 43% des échanges commerciaux au sein de la zone, donc de la zone UEMOA. C'est dire, comme le précisait la fois Mme Karkri et Saad Amoumi, l'importance de la Côte d'Ivoire. Et je suis heureux de savoir qu'il y a déjà une mission B2B qui va être opérée entre les entrepreneurs du royaume et les entrepreneurs ivoiriens. Voilà. Alors, il faut bien parler du Covid, mais ce n'est pas l'objet. Hein. Donc, je vous laisse, en même temps que je parle, j'imagine que chacun, pour l'intérêt qu'il peut emporter, aura déjà pris la nature des éléments qui sont là. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à dire sur ce sujet-là, et on en avait déjà beaucoup parlé lorsqu'on avait présenté la Côte d'Ivoire. Alors, Maroc, Côte d'Ivoire, là encore, ça s'appuie sur ce que nous avions déjà vu précédemment. Beaucoup d'acteurs marocains sont déjà présents, un nombre incalculable de projets. Nous, on a recensé 160. En toute honnêteté, on n'a pas fait de mise à jour depuis l'année dernière. On ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de projets portés. En tout cas, on n'a pas relancé cette analyse. Globalement, les projets sont globalement, vous voyez, relativement importants et sur énormément de sujets. Et on a été étonné de voir qu'il y a finalement peu de sujets sur la partie industrielle entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Si ce n'est bien évidemment le secteur minier qu'on abordera dans les opportunités. Mais finalement, peu de corrélations et peu d'interactions sur ce secteur. Donc, énormément de choses à faire de ce point de vue. Alors, bien sûr, les relations ancestrales ont permis de nouer des relations bilatérales spécifiques, et notamment une convention de non-double imposition qui apparaît ici. Il y a un projet phare qu'on aime apporter, que connaissent toutes les personnes qui visitent, que ce soit pour du tourisme ou que ce soit dans le cadre économique. Tout le monde a entendu parler de la valorisation de la baie de Cocody, puisque quand vous roulez sur cette corniche, vous avez soit à votre droite, soit à votre gauche, des centaines de mètres, des milliers de mètres qui sont donc en exploitation par les entreprises du Royaume du Maroc.
Donc, une vraie porte ouverte, une vraie fenêtre sur la capacité du Royaume à s'investir sur la Côte d'Ivoire. Là, à peu près ce que je peux vous dire. Bien sûr, beaucoup d'entreprises présentes. On en a mis quelques-unes ici, j'allais dire, entre guillemets, des plus connues, ou en tout cas, selon les éléments qu'on a retirés de tout ça. Bon. Voilà un petit peu pour resituer le débat entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Quelques informations générales sur le pays. On va y passer assez rapidement. On va définir peut-être de manière différente ces informations. Voilà, on avoisine quasiment les 30 millions d'habitants. C'est le double de ce qu'on trouvera, par exemple, au Sénégal. On parlait du pays sur lequel nous sommes aujourd'hui, avec une capitale qui se trouve non pas à Abidjan, mais à Yamoussoukro. Voilà, première puissance économique de la zone économique et monétaire, donc de l'UEMOA, et donc une présence bien évidemment au sein de la CEDEAO et troisième position. On reviendra sur les éléments de PIB de manière progressive pour voir quelles sont les évolutions sur quelques années. Un PIB par habitant qui, malgré tout, sur l'année 2021, continue une progression, puisqu'on était à 1 800 $, on arrive quasiment à 2 500 $ pendant une période particulière. Une croissance de PIB sur cette période difficile qui, malgré tout, fait pâlir beaucoup d'autres pays au niveau international. Et pour le reste, donc, des informations que vous trouverez de toute façon de manière assez générale. Voilà. On a une inflation qui est, somme toute, repartie à la hausse. On n'était pas là sur l'année précédente, mais je crois que c'est un peu le phénomène Covid et post-Covid qui ont amené ces éléments. Des éléments globaux, toujours sur l'information pays. Donc, on vous a donné le montant de la TVA, qui n'a pas varié depuis. On reviendra sur les éléments éventuels de dérogation à cette TVA. Alors, vraiment, par souci d'information générale, vous voyez ici les salaires d'employés moyens et de managers moyens. Bon, ça reste très particulier comme information. Ce que j'aimerais surtout vous donner comme information, c'est qu'au niveau salarial, la Côte d'Ivoire propose quand même les salaires dans la sous-région qui sont les salaires les plus élevés. Toutes choses égales par ailleurs, bien évidemment. Voilà. On a un taux de 25% qui est un taux standard ici, qui est un peu plus faible, là encore, que ce qu'on va trouver, par exemple, dans les pays avoisinants, y compris chez nous au Sénégal. Et puis, comme c'est un peu le cas partout, les salariés donc, peuvent bénéficient de congés payés. Et vous avez ici la durée donc, légale du travail qui doit être en fonction du secteur d'activité. Puisqu'on s'adresse aux investisseurs dans le cadre de la partie donc, du secteur industriel, on s'adresse plutôt a priori des investisseurs, raison pour laquelle on a immédiatement apporté cette information qui fait référence ici donc, à des notions de transparence dans les transactions. Vous voyez qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on est largement au-delà de ce qui peut se passer dans l'Afrique dite Afrique subsaharienne, et que sur la partie managériale, comme c'est le cas général dans notre région, par contre, on a encore beaucoup à faire. Et par exemple, le cabinet Sebo, enfin, la société que j'ai l'honneur de diriger, travaille beaucoup notamment sur cette notion également d'augmenter la capacité d'employabilité, notamment pour les actions à l'international. La venue donc, des investisseurs et des entreprises venant de l'extérieur ayant des notions d'employabilité relativement élevées. Voilà, donc on voit que logiquement, les IDE, les investissements directs étrangers ont somme toute quelque peu baissé en matière d'investissement direct. Logique, on est encore une fois sur le démarrage de la pandémie, mais qu'en revanche, le stock des IDE, lui, a continué d'augmenter. Donc ça, ça reste effectivement très positif. Et puis, les investissements greenfield, donc c'est-à-dire les investissements par les sociétés internationales, mais qui sont directement ouvertes localement, donc ici en Côte d'Ivoire, là encore, logiquement, sur cette période particulière, ont diminué. Somme toute, on voit sur l'année 2021, mais les chiffres ne sont pas encore parus officiellement,
on voit une accélération de ces investissements. Voilà ce qu'on pourrait vous dire à ce niveau-là. Voilà. Donc, j'évoquais avec vous la notion de continuité donc, sur ces indicateurs qui paraît toujours intéressant pour pouvoir imaginer quelle est la dynamique du pays sur lequel je peux éventuellement me positionner. Vous voyez qu'hormis cette période de 2020 sur laquelle on a malgré tout toujours été en capacité de donner donc, du positif, ce qui n'a pas été le cas pour tous les pays de la zone, hormis la Guinée. On voit bien que la dynamique sur une période d'un an, elle redémarre immédiatement dès l'année 2021 sur les trends sur lesquels elle était dans les années précédentes, puisque entre 2016 et 2019, on avoisinait en moyenne 6,9% de taux de PIB en moyenne. Donc vous voyez que assez rapidement, l'effet Covid étant, on l'espère en tout cas, passé, on retrouve assez rapidement donc, ces niveaux, de PIB. Vous voyez qu'au niveau donc, par habitant, on retrouve également ces mêmes données. Donc l'inflation ici, elle est repartie effectivement à la hausse. Là encore, les effets de problématiques du commerce international, notamment en matière d'importation et d'exportation, ont augmenté donc, les niveaux d'inflation. On a tous du mal à pouvoir être approvisionnés dans quelques pays du monde que ce soit, mais ce n'est pas tout à fait l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, ce que je dois vous dire, c'est j'ai pris quelques notes quand même sur la partie des institutions, et notamment de la gouvernance. Elles se sont largement améliorées entre les périodes que j'évoquais tout à l'heure, 2016, 2009, 2020. Et l'évaluation qu'a pu faire donc, la Banque mondiale sur la qualité de la gestion économique du pays, donc de ses politiques structurelles, de ses politiques d'inclusion sociale et d'équité, également la gestion des institutions du secteur public, se ressortent avec des scores au niveau de la Banque mondiale qui sont à la moyenne haute, puisque l'échelle sur 2019, elle se situe entre 1 et 6, et la Banque mondiale a situé la Côte d'Ivoire à 3,5 sur cette échelle. Voilà. Donc, on est dans un trend extrêmement positif de manière globale et générale qui permet d'avoir ces indicateurs très intéressants. Alors, tous les indicateurs de doing business, etc., montrent cette évolution. De mémoire, puisqu'on n'a pas eu en 2021, mais sur l'année 2020, sur 190 pays, la Côte d'Ivoire est sortie au niveau à 110e de cet événement, donc Doing Business, qui a été remis en cause en 2021, raison pour laquelle je n'en ai pas fait mention de manière effective sur ce document. Le déficit budgétaire, il est assez contrôlé. Il y a des efforts de consolidation relativement importants qui sont faits. Et là encore, on a une évolution qui est faite, puisqu'on était à 2,9 sur déficit budgétaire, à 2,9 du PIB en 2016, et qu'on est passé à 2,3% en 2019. Et donc, on est bien en deçà des 3% qui sont demandés au sein de l'UEMOA. Notamment pour l'année 2019 sur laquelle j'ai pu trouver des informations. Alors, on a l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire, c'est le pays phare de l'UEMOA. C'est pas faux. Les Sénégalais vous diraient que c'est le Sénégal. Pour autant, la Côte d'Ivoire, pas faux, notamment sur différents aspects, et notamment sur le fait que c'est effectivement la plaque tournante des activités du commerce en Afrique de l'Ouest. La part du commerce extérieur dans le PIB du pays, donc, elle est proche de 50%. Le pays, donc, il exporte principalement des produits alimentaires, notamment, vous le savez, le cacao, parce que c'est le premier exportateur au monde, la noix de coco, bananes, poissons, pétrole raffiné, de l'or et du caoutchouc pour les principaux pays, donc l'exportation. Je ne parlerai pas ici des produits importés, puisque
on s'adresse à la partie des investisseurs. Ce n'est pas le cas qui nous intéresse. Donc, je disais, le cacao, premier producteur et exporteur mondial, 30% de la production mondiale, est l'un des 3 plus gros producteurs et exportateurs de la noix de cajou et un grand exportateur de l'huile de palme, du café, mais également de l'huile traditionnelle. À noter malgré tout que, et vous le voyez sur cette répartition, secteur primaire, tertiaire, secondaire, PIB non marchand, excusez-moi, le secteur primaire il contribue à plus d'1/5 du PIB et emploie environ 39% de la population active du pays. Voilà. Donc bien sûr, le gouvernement tente de maximiser la production agricole en développant des unités de transformation des matières premières. On y reviendra sur les opportunités précises sur ce secteur. Alors, le secteur industriel contribue à plus d'1/5 du PIB et emploie, lui, environ 13% de la population active. Les principaux secteurs industriels du pays sont, je vous l'ai dit précédemment, l'agroalimentaire, donc principalement donc, les industries de transformation du cacao, du café et du karité. Le textile, bien sûr, les matériaux de construction, les engrais, la conserve de thon et l'assemblage de motos, de véhicules et de vélos. Donc, en Côte d'Ivoire, les activités de transformation sur place des matières premières tentent à se renforcer et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les investisseurs du royaume. On reviendra sur cette notion. Et vous le savez, l'industrie pétrolière se développe et notamment la société italienne Eni, il y a quelques mois, a apporté une information importante en découvrant de nouvelles capacités donc, de production de pétrole, donc des nouveaux champs pétrolifères. Donc là, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à faire au niveau des premiers et deuxième rangs sur la partie pétrolière. Les choses sont déjà globalement verrouillées. S'il y a parmi nous des chefs d'entreprise qui sont dans cette partie, au sens mondial du terme, les grands faiseurs dans la partie hydrocarbures et autres travaillent généralement avec leurs propres sous-traitants partout dans le monde. En revanche, dans les 3e, 4e rangs, il y a éventuellement beaucoup de choses à faire. Et donc, cette information de la capacité de production démultipliée ici en Côte d'Ivoire eh bien, est une information importante, notamment sur ces parties. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce parti. Alors, je voudrais, à juste titre, partager avec vous ce document qui, pour ma part, m'a beaucoup intéressé et qui devrait, je l'imagine, intéresser à la fois les investisseurs, mais aussi beaucoup la SFEX. En tout cas, je l'espère. Je fais ici référence à la partie des exportations et vous pouvez constater comme moi qu'en 2010 et en 2019, bien, on a beau chercher, on ne voit pas le Maroc dans les prises de position donc, des exportations. Et donc, l'idée pour moi de cette planche, de ce slide, eh bien, c'est vraiment d'insister et de mobiliser toutes les bonnes intentions, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que l'ambition donnée, l'impulsion donnée par le roi du royaume, le roi Mohamed VI, dans sa volonté effectivement d'être, alors selon les terminologies, la passerelle ou le pont entre les économies du Nord et les économies de l'Afrique subsaharienne, eh bien, j'espère que cette planche qui montre effectivement que sur les exportations, le Maroc, le royaume est quasiment absent, eh bien, c'est dire s'il y a beaucoup de possibilités
Et j'espère que dans les années à venir, ce schéma ne sera plus tout à fait identique et qu'on verra en bonne place le royaume apparaître dans les exportations depuis, avec notre beau pays de la Côte d'Ivoire. Bien, c'est un petit clin d'œil, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de cet effet de manche, mais véritablement, lorsqu'on a découvert ce schéma, on s'est dit chez nous, il faut absolument qu'on fasse part à la SMEX et aux chefs d'entreprise, investisseurs, notamment dans l'industrie, de ce manque ou de cette très faible partie que représente en réalité le royaume donc, dans les exportations et la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je referme cette parenthèse. Alors, je vous présente ici en première intention, donc, et vous aurez ce document, bien sûr, il vous sera transmis, comme c'est le cas, en fait, de manière systématique. On l'enverra à l'intégralité des participants. Il nous a semblé important de vous montrer quels étaient les organismes au niveau national, donc Côte d'Ivoire, qui étaient en mesure donc, de vous accueillir directement. Alors, au premier rang desquels la Chambre de commerce et d'industrie, comme son nom l'indique. Et je voudrais d'ailleurs ici remercier la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan de nous avoir aidés depuis de nombreuses années à chacune de nos sollicitations. Et là encore, dans cette sollicitation, notre amie Katia, si elle nous écoute, elle nous reconnaîtra, elle se reconnaîtra, pardon, Cynthia, excusez-moi, elle se reconnaîtra, elle nous a encore beaucoup aidé dans la mise en œuvre de ce webinaire sur la partie donc, que je vous présente ici. Donc, vous trouverez auprès de la Chambre de commerce et d'industrie qui est placée au plateau, vous trouverez tout un tas d'indications suffisantes. Alors ensuite, vous avez cette organisation obligatoire qui est la CPC, qui est en quelque sorte, on pourrait appeler ça quasiment le guichet unique, qui est un organisme obligatoire, puisque pour créer une entreprise, vous êtes obligé de passer par ce guichet unique, comme c'est le cas dans de nombreux pays. Voilà. Donc, on vous a mis ici au moins l'adresse de contact et un numéro de téléphone à disposition. Bon, comme on dit en français, ça peut toujours servir. Voilà. Alors, rentrons maintenant peut-être de manière un peu plus dans le vif du sujet, puisque le temps nous est compté. On aura beaucoup de temps à passer sur la partie des opportunités à saisir. Donc, on retrouve de manière normée ici les 5 sous-secteurs, donc, que sont l'industrie extractive, l'industrie agroalimentaire, pétrolière, le bâtiment et travaux publics et enfin les autres industries, et qui sont ensuite subdivisées en 10 branches, alors, et 21 sous-branches qu'on n'a pas notées ici, que vous avez ici. C'est important lorsque vous avez des démarches à faire, bien évidemment, mais tous les chefs d'entreprise connaissent toutes ces démarches. Voilà. Donc ça, c'est pour une information, j'allais dire assez générale, pour rentrer dans notre matériel donc, de l'industrie, dans notre secteur, pardon, excusez-moi, de l'industrie. Alors, on voulait aussi vous communiquer que de manière assez générale, d'un point de vue juridique, vous retrouverez en Côte d'Ivoire globalement les mêmes statuts juridiques que vous pourrez retrouver dans quasiment toutes les parties du monde. On va retrouver la SARL, voilà, donc avec un partenaire donc, soit associé, avec une personne ou plus. On ne vous a pas fait de planche sur cette partie juridique parce que ça reprend globalement les mêmes rubriques, je disais, qu'on vous a retrouvées. En revanche, que peut-être un peu moins connu et qui est maintenant de mise et qui se met de plus en plus en place dans notre région, c'est la société par action simplifiée. Puisque dans une convention régionale, effectivement, il a été ouvert la possibilité de mettre en œuvre maintenant des sociétés d'action par action simplifiée. C'est relativement récent pour autant, puisque la loi a été votée en 2016 au niveau régional. Et donc, il y a quelques SAS qui se mettent en place maintenant, mais je dirais il n'y en a pas pléthore encore jusqu'à
jusqu'à ce moment où nous vous parlons. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire à ce moment-là sur notre partie industrielle? On a quelques points saillants au titre de l'industrie dans le passé, sur la période par exemple 2016-2020. Beaucoup d'infrastructures industrielles qui ont été renforcées. Et vous voyez ici avec notamment la mise en place de zones industrielles. Celles-ci sont celles qui sont présentes sur Abidjan. Vous verrez qu'il y en a aussi dans les régions. Donc renforcées avec les zones industrielles, donc, notamment celle de Yopougon, etc., qui regroupe aujourd'hui, par exemple pour celle de Yopougon, elle regroupe un peu plus de 400 entreprises aujourd'hui. L'aménagement de la nouvelle zone PK24, et puis les programmes de développement, vous voyez, vous avez sous les yeux. Donc ça, c'est pour les acquis entre la période 2016 et 2020. Voilà. Quelques informations également sur l'indice du prix de production dans l'industrie, qui là aussi est, même après l'année 2021, un peu particulière comme d'habitude. Elle a sur 2020, pardon, elle a été un petit peu en deçà des 100 points. On est repassé pour l'année 2021 largement au-dessus des 100 points, puisqu'on est arrivé à 110,82 points. Donc, on voit bien qu'on a une hausse ici de l'indice du prix de production dans l'industrie qui a augmenté quasiment de 11%, donc en glissement annuel entre 2020 et 2021. Les prix des produits industriels également ont augmenté de 8,3% sur cette même période, entre 2020 et 2021. Donc, tout ça montre la capacité de rebond après l'arrivée du Covid, donc cette période très particulière. On voit bien toute cette capacité de rebond qui montre à quel point la Côte d'Ivoire est fondée sur des pratiques et des ressorts solides et en capacité effectivement de répondre aux différentes crises qui peuvent se présenter, telles que celles que nous avons connues et lesquelles on est malheureusement encore en train un peu de payer. Voilà. Alors les hausses dont je vous parle, elles sont peut-être un peu plus perceptibles sur les activités, par exemple, de raffinage pétrolier, qui est en premier dans desquelles fabrication des produits alimentaires, l'extraction des hydrocarbures, la fabrication des produits chimiques. Par contre, on a une petite baisse sur les activités de fabrication de textiles, avec un peu moins de 4%, moins 4%, moins 4,3%, et sur les activités de travail du bois et de fabrication d'articles en bois hors meuble. Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont, contrairement au premier dont je vous ai parlé, surtout fondées sur la chimie et les hydrocarbures. On a sur le textile et le reste, et le travail du bois, des petites baisses. Les prix de production des produits des industries manufacturières sont en hausse, je disais tout à l'heure, quasiment 11%, ainsi que ceux des industries hors extraction, avec 8,4%, et qui ont affiché une nette progression, donc, notamment sur les 9 premiers mois de l'année 2021, puisque les comptes ont été arrêtés, enfin, je ne les ai pas retrouvés, on les a arrêtés sur l'année 2021 au mois de septembre. Voilà. Puisqu'on est sur ces parties d'infrastructure, je passe maintenant à cette seconde slide qui vous montre les infrastructures hors capitale, donc Abidjan, hors zone d'Abidjan. Voilà, vous avez ici donc de nombreuses zones qui sont elles aussi aménagées spécifiquement pour ces parties qui sont donc des parties maintenant quasiment obligatoires. En effet, il est intéressant de noter que les industries chez nous en Côte d'Ivoire doivent s'implanter quasiment obligatoirement dans ces zones qui sont donc mises à la disposition des investisseurs. Quelques entreprises, quelques secteurs d'activité, quelques sous-secteurs d'activité, ont des possibilités, excusez-moi de mon bafouillage, de s'installer hors de ces zones, mais ça reste très spécifique. Et pour ce faire, donc, il est toujours important de se rapprocher de conseils qui pourront vous apporter donc ces informations spécifiques
Mais retenons pardon, que des zones d'activité industrielle spécifiques sont mises en œuvre majoritairement, on l'a vu sur le slide précédent, dans la zone d'Abidjan et ici donc dans les régions. Et a priori, sauf cas exceptionnel, les entreprises qui veulent s'implémenter, elles devront donc par obligation s'implanter dans ces zones qui sont réservées à cet effet. Alors, bien sûr, la partie, j'allais dire, légale, cadre juridique, on a ici donc un code des investissements qui fait la part belle à ce qu'on appelle le local content, comme c'est un peu le cas de manière assez générale dans notre région aujourd'hui, au-delà bien évidemment des parties du développement durable et du développement régional et compétitif. Alors cette partie de local content, elle est importante puisqu'elle nécessite d'employer et de travailler de manière collaborative et en coopération avec les entreprises locales. Voilà, donc, en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas dans la sous-région, de plus en plus, le contenu local est très important et il est tellement important qu'il est maintenant juridiquement entouré par des lois et par des décrets. Voilà. Donc, ici, il est important effectivement d'avoir cette notion en tête. Excusez-moi, je cherche où j'en suis dans le texte où on en est aujourd'hui. On avance bien, je pense. Puisqu'on en est à cette partie du Code des investissements, je pense qu'on peut également avancer sur cette partie donc, des différents régimes. Voilà, ça c'est la partie de présentation générale du Code des investissements, global, Code des investissements. Tous les pays, bien sûr, font référence à ces codes des investissements puisqu'ils permettent d'apporter des normes et des règles qui favorisent la venue, notamment des acteurs locaux, mais aussi des acteurs internationaux. Voilà. Donc, ici, vous avez donc, sur cette partie différents points, des régimes d'incitation fiscale, ça dépend donc, de la zone de l'investissement et de la catégorisation des investissements par secteur. On le reverra sur le prochain slide. Vous avez 3 zones d'investissement qui reprennent globalement les points qu'on a vus tout à l'heure sur les zones d'investissement, donc Abidjan, hors Abidjan, mais encore dans le hors Abidjan, vous trouverez des différences, des catégories d'investissement, et puis en 2 phases, soit je suis dans mon implantation, je vais avoir donc des avantages spécifiques, ou au moment de l'exploitation, donc j'aurai d'autres possibilités. Voilà. Et voici donc notamment les avantages par catégorie. Alors bien sûr, je rappelle, l'idée c'est pas de lire ce qui est présenté sur ce slide, puisqu'encore une fois, vous aurez la possibilité de le lire à tête reposée lorsque nous vous aurons adressé le PowerPoint que vous avez ici sous les yeux. Voilà. J'en profite pour vous dire que lorsque vous voudrez installer vos locaux, vous serez dans la contrainte de toutes vos démarches d'obtention de terrain industriel sont réalisées auprès de la CEPICI. CEPICI, organe d'aide locale, nationale, pardon, qui est référencé comme étant le guichet unique. Voilà. Donc, là encore, l'installation des locaux, tout ce qui convient, passe par le biais du guichet unique. Donc, vous disposez de tous les éléments rédactionnels qui vous permettent ensuite de déposer votre demande. Pareil pour les permis de construire, sauf que ici, c'est un guichet unique du permis de construire, qu'on appelle le GUPC chez nous. Ceci a été fait de faciliter l'obtention du permis de construire dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire, auquel j'ai fait référence depuis le début de notre webinaire. Je pense que pour cette partie-là, on peut encore un petit peu avancer. Alors, dans le cadre des facilités pour l'investissement, en sortant du cadre
premier donc, des 25% de taux d'imposition d'IS, etc., etc., les zones franches regorgent d'avantages extrêmement importants. Et il se trouve que dans un effort entre le gouvernement ivoirien et des entreprises privées, il a été mis en place donc, cette zone franche qui s'appelle donc VITIB. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le partenariat public-privé. Et donc, les activités industrielles, ce ne sont pas les seules. Il y a d'autres activités qui sont accueillies, excusez-moi, à l'intérieur de ces zones franches. Mais nous avons sorti, et on fait référence ici aux activités industrielles qui sont donc les bienvenues et, dans cette zone franche donc, qui se trouve à Grand Bassam. Vous repassez bien évidemment par le guichet unique de la CPI, mais vous avez également un dossier de demande d'agrément au guichet unique spécifique donc, du VITIB. Voilà, donc les activités industrielles, vous les avez sous les yeux. Fabrication, assemblage de produits informatiques, fabrication, assemblage de télécoms et réseaux, assemblage de produits audiovisuels, d'instruments de test et de recherche biotechnique, fabrication de produits biotechniques et divers, donc la médecine, donc la santé, etc., etc. La production de contenu audiovisuel, qui sont un peu les activités industrielles à mon sens, et les éditions de logiciels et de progiciels. En fait, vous avez la possibilité, à travers cette zone franche, comme c'est le cas dans le monde, de passer à travers, enfin, de pouvoir bénéficier de tout un tas d'avantages, réduction du taux de TVA, réduction d'impôts. J'avais pris des notes sur ce sujet que je vais vous retrouver immédiatement. Excusez-moi. Des avantages fiscaux, bien sûr, des avantages douaniers, mais ça, je vous ai dit tout à l'heure, des avantages financiers et autres, tels que la liberté de transfert des fonds sur les dividendes distribués, et puis aussi aucune limite sur les investissements, qu'ils soient étrangers ou sur les investissements locaux. Donc là encore, on reste à votre entière disposition pour vous apporter des informations sur cette loi qui date de 2004. Donc du régime de la zone franche au VITIB. Écoutez, je crois qu'on arrive aux opportunités d'investissement. C'est très bien. On en est à cette partie. Je ne sais pas quel est le timing. Je pense qu'on doit être dans un timing. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon, Patrick. Oui, on a... Philippe, alors. Philippe, on est dans les temps. Ok, très bien. Alors, je vais faire un aparté en vous disant qu'il y a tellement d'opportunités d'investissement, en toute sincérité et en toute franchise, qu'avec mon équipe, on s'est dit qu'on allait travailler ça de manière différente. Raison pour laquelle vous n'avez pas sous les yeux, je ne vais pas vous passer en revue de manière visuelle ces différents éléments. En revanche, ce que nous allons envisager ensemble ici, à travers, on va trouver une solution pour que ce soit à la fois décrit, mais que ce soit aussi pas trop lourd en matière d'information. Et donc, nous nous engageons à ce que ce soit, je me suis pris l'engagement auprès de l'ASPEX et auprès de Harvard Consulting, pour que les éléments ne soient pas simplement enregistrés, mais que vous les ayez bien aussi à votre disposition et que vous puissiez effectivement travailler dessus. Voilà. Donc, tout ça étant précisé, je referme cette parenthèse et donc, on aborde les opportunités d'investissement dans le secteur de l'industrie et on va les aborder donc par sous-secteur. Alors, d'abord, il faut remettre ça dans le contexte. Il faut dire que c'est un programme du gouvernement, là, en l'occurrence, qui s'appelle « Amélioration de la valeur ajoutée de la performance des marchés », qui a donc été mis en place pour but, donc, bien sûr, de promouvoir la valorisation des produits et des sous-produits au travers donc, des infrastructures de transformation, les infrastructures de base, comme par exemple l'eau et l'énergie, et les incitations pour répondre donc, aux défis de développement donc, de ce potentiel industriel qui est énorme chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, dans cet esprit donc, de ce programme gouvernemental,
l'amélioration de la valeur ajoutée, de la performance des marchés. Il y a un développement de l'agro-industrie via différents agropoles qui ont été prévus. Donc, au sein duquel le potentiel de développement d'un pôle de transformation industrielle performant, notamment dans les filières poissons, volailles, bois et manioc, un potentiel énorme pour développer une industrie compétitive de transformation des produits agricoles tels que l'anacarde et la transformation du riz. Un potentiel d'établir donc une zone agro-industrielle performante avec l'existence de nombreuses agro-industries, donc plusieurs filières, par exemple, j'ai noté l'EVA, j'ai noté le palmier, j'ai noté la volaille, j'ai noté le manioc. Potentiel de développer une industrie performante de transformation du palmier. Vous savez, il y a beaucoup de palmiers à travers donc, une stratégie nationale qui vise à attirer les unités de transformation de palmiers donc, vers notre pays. Et le potentiel donc, d'établir une industrie de transformation du maïs performante. Voilà donc pour le cadre de ce programme gouvernemental. Ceci étant dit, les opportunités d'investissement donc, du sous-secteur agro-industriel, production et assemblage de machines, matériel et équipements de transformation agricole, de stockage et de conservation, donc tout ce qui est unité de stockage, tout ce qui va toucher bien sûr les chambres froides, tout ce qui va toucher les centres de conditionnement. La production d'équipements de pièces détachées pour l'industrie agroalimentaire, bien sûr. Les équipements innovants qui vont se baser, elles, sur les technologies nouvelles. Les installations d'unités et d'infrastructures de transformation dans ces zones industrielles qu'on a vues précédemment. L'installation d'entreprises, alors là, un peu particulière, mais je l'ai conservé, donc, d'entreprises de formation, de maintenance et de réparation des équipements industriels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai la capacité de produire des équipements industriels, l'intérêt, c'est également d'y adjoindre des prestations de formation. Et tant qu'à faire, il est très bienvenu, effectivement, que l'organisme, l'industriel, prévoit dès l'origine ces formations. On sait que les problèmes de maintenance dans notre région sont récurrentes. Voilà. Donc, il est extrêmement important d'amener en même temps ces systèmes, ces solutions de formation et de réparation des équipements qui auront donc été fabriqués et vendus sur place. Sur les équipements industriels, dans les industries extractives, bien évidemment, on vient à la partie minière, qui connaît donc une très forte croissance ces dernières années. En effet, on a le quadruplement de la production aurifère entre 2009 et 2019, puisqu'on est passé d'environ 7 tonnes en 2009 à plus de 30 tonnes en 2019. Donc pour ce faire, il faut effectivement avoir du matériel. La production également de manganèse. Donc là, je vous parle en fait non pas des opportunités en tant que telles, mais du contexte dans lequel il est intéressant de se positionner. Donc la production, je disais, de manganèse, en millions de tonnes, donc 0,7 millions de tonnes de nickel donc, en 2019. Donc, pour ce faire, la fabrication de machines et de matériel de tout type, puisque chez nous actuellement, chiffres les plus récents qu'on a retrouvés, ça ne représente que 4,3% du PIB généré par le secteur industriel. Donc, ce dont nous parlons actuellement, ça ne représente que moins de 5% du PIB de ce qui est généré par le secteur industriel. Donc, quelles sont les opportunités à y saisir? Les importations de biens et d'équipements, qui représentent que 18,6% des importations, les machines mécaniques, qui représentent un tout petit peu plus de 40%. Là, c'est ce qu'on exporte, c'est ce qu'on importe aujourd'hui. Les machines électriques, pour un peu plus de 20%,
et les matériels de transport routier. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce contexte? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans ce contexte? Eh bien, amener des instructions des industries de production et de montage d'équipements industriels, très favorable. Ensuite, asseoir et monter vos propres réseaux de distribution d'équipements industriels. Vous découlez dans la chaîne de valeur les prestations de services de maintenance et de réparation des matériels et d'équipements industriels, comme je le disais tout à l'heure, et la fourniture de pièces détachées donc, pour ces entreprises industrielles. Et je répète, pour accentuer donc, cette chaîne de valeur, également la formation auprès de votre réseau de distribution. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'élaborations de politiques industrielles, bien sûr, et de développement de projets qui sont mis en place par le gouvernement ivoirien dans la transformation des ressources minières, à travers un nouveau code minier, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, je vous disais qu'il date de 2014, me semble-t-il, je crois que j'ai déjà fait référence. Il y a une convention pour la modernisation de l'extension du terminal minéralier donc du port autonome d'Abidjan. Ça date de 2018. Il y a la signature d'une convention pour la chimie, la fabrication des métaux, notamment dans la construction, la cimenterie, la métallurgie et l'acierie. Et enfin, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie d'amélioration de la productivité des chaînes de valeur agricole par le gouvernement ivoirien, à travers donc un programme dont on a parlé tout à l'heure, et qui consiste donc à développer un écosystème qui favorise l'accès des intrants pour les producteurs, et notamment donc, au niveau des engrais. Donc ça, c'est pour l'agro-industrie. Le gouvernement ivoirien, dans l'intensification de sa stratégie de développement des infrastructures, il a décidé d'ici 2022, donc d'ici l'année prochaine, d'y dépenser environ 5 milliards d'euros. Et la majorité, c'est pour le secteur du transport, mais notamment les projets routiers, ferroviaires et maritimes. Et donc, on voit bien que là encore, on va pouvoir donc développer des productions locales de biens de grande consommation donc pour la demande locale. Je crois que dans mes notes, j'ai quelques bribes. Je crois que vous m'excuserez de passer du coq à l'âne, comme on dit. Je crois que je suis convaincu que j'ai quelques ratés dans mes prises de notes. Je suis sincèrement désolé. J'étais reparti sur mes problématiques gouvernementales dont on a parlé précédemment. Donc, je vous demande de bien vouloir ne pas tenir compte de la partie des gouvernements de l'intensification. Donc, je reviens sur ma partie des opportunités à développer. Donc, le développement de la production locale des biens de grande consommation pour la demande locale ouest-africaine. Je vous rappelle que ce que nous avons vu sur la première slide, c'est que 43% de ce qui est dans la zone provient de la Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, concernant par exemple l'emballage et tout ce qui sont les produits issus, donc, notamment de la plasturgie. Là encore, le gouvernement investit plus de 6 millions d'euros pour des ordinateurs made in Côte d'Ivoire. Et là encore, on rentre dans le cadre de la joint venture qui a été mise en place donc, dans la zone franche dont on parlait tout à l'heure, la Vitive. Vous le voyez sur la partie des propositions, en tout cas de l'engagement, avant même de parler des engagements des bailleurs internationaux. Si on revient sur toute la partie des engagements suite à ce qui avait déjà été fait dans la période 2016-2020, on regarde maintenant post-Covid sur le programme 2021-2025, on voit bien en fait qu'on est toujours dans cette grande capacité à la fois d'un profil d'investissement financier pour l'industrie, à travers notamment des infrastructures telles qu'on les a vues tout à l'heure, sur lesquelles on peut faire les implantations dans les zones industrielles. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais conclure aussi les liens sur concrètement donc,
qu'est-ce qu'on peut faire dans le sous-secteur de l'énergie? J'entends des bip bip. Est-ce qu'il y a un problème particulier? On est en train de me biper pour me dire qu'il y a un problème de timing ou bien autre chose? Oui. Allô, Philippe? Oui. Non, non, c'est bon, c'est bon. J'avais juste un petit souci de. Ouais. Ok, j'entendais un bip bip constant. Je me suis demandé si ce n'était pas un réveil qui me disait qu'il faut qu'on passe à autre chose, qu'on passe aux questions-réponses. Donc, on va maintenant décliner de manière très précise par sous-secteur quelles sont donc ces fameuses opportunités. Donc, j'ai donné ici le contexte général au point de vue financier, au point de vue structurant qu'on avait précédemment. Donc, dans le secteur de l'énergie, je ne vais pas passer sur les énergies électriques globales, puisqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fournit ses pays limitrophes, mais plutôt sur la production d'énergie solaire, qui était seulement de 1 MW en 2018. Donc, la Côte d'Ivoire, elle a un retard par rapport à ses autres pays voisins. On a un taux d'ensoleillement annuel moyen qui est de 5,5 kWh par mètre carré dans la région du Nord, donc on a un vrai potentiel de développement. Donc, ça c'est pour la partie donc, sur le solaire. On a aussi une partie donc, sur l'énergie biomasse, puisqu'on a environ 15 millions de tonnes de déchets agricoles par an qui proviennent de l'agriculture locale, donc cacao, on l'a déjà dit, cacao, coton, palmier à l'huile, canne à sucre, café. Et l'électricité par la biomasse, elle est utilisée à petite échelle, certes, mais elle est utilisée et elle ne produit pas encore d'énergie on-grid en Côte d'Ivoire. Donc, quels sont pour l'atteinte de l'objectif du mix énergétique renouvelable à l'horizon 2030 par les autorités nationales? Donc, les installations localement, elles se présentent de cette manière: distribution et installation d'équipements et matériels relatifs à l'énergie solaire, construction et installation, donc notamment dans l'énergie hydraulique, gestion et maintenance dans l'énergie thermique, et je reviens sur toute la partie donc, de bioénergie avec les déchets agricoles dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ces opportunités d'affaires, elles existent dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, mais notamment au nord pour son bon niveau d'ensoleillement, et également donc, à l'ouest et au sud-ouest du pays pour sa forte production agricole. Voilà. Et c'est vrai qu'ici, elle ne concerne pas donc, que les grands centres urbains. Alors, j'ai fait notre expérience, parce qu'on a beaucoup de demandes sur cette partie alors pas tellement de biomasse encore, mais sur la partie énergie solaire. Il faut quand même que je vous dise que c'est devenu aujourd'hui dans tous nos pays, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, un marché de prix. Il y a un nombre très important d'opérateurs. Il y a beaucoup de choses à y faire encore aujourd'hui, mais avant de se lancer sur ce sous-secteur, il est très important de bien maîtriser en amont toute la partie de ce qu'on appelle, moi et mon collègue Saad Amoumi, toute l'approche marché, bien comprendre parce qu'on est sur un secteur donc, très particulier où on est arrivé dans nos pays, il y a beaucoup d'intervenants. Donc, il faut bien maîtriser son projet en amont. Donc, ça, c'était pour la partie des énergies. L'efficacité énergétique, bien sûr. En 2012, c'est un peu loin, vous me direz, mais je n'ai pas retrouvé d'informations. Donc, 70% de la consommation d'énergie provenait de la biomasse, à l'époque, en 2012. Okay, est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les données les plus récentes, en 2016, 26% de la population avait un accès universel aux équipements de cuisson propre. Vous voyez, 70% en 2012 provenaient de la biomasse, donc les produits de matières premières, et aujourd'hui, 26% seulement un accès aux équipements de ce qu'on appelle les cuissons propres, c'est-à-dire ce que vous connaissez de nous dans nos cuisines modernes. Voilà, ça ne représente que 26%. Donc, il y a beaucoup d'opportunités dans le réseau, donc dans la rénovation notamment du réseau de transport d'énergie, puisqu'il y a une grosse déperdition de l'énergie dans ce réseau.
En 2017, 22% de l'énergie produite est perdue lors de la distribution de l'énergie. 22% de l'énergie produite perdue lors de la distribution de l'énergie. Donc, bien sûr, l'objectif de suppression des pannes électriques sur le réseau, on a un temps de panne chez nous sur le réseau qui avoisine les 24 heures. En 2017, on avoisine, on a eu une grosse panne, mais nous, il y a encore quelques mois, dans la capacité, enfin, dans toutes les régions, on a eu des grosses pannes d'électricité qui ont vraiment rendu difficile pendant 2 mois les activités, j'allais dire, à la fois quotidiennes et d'activités industrielles, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur la compensation qui va y avoir entre le réseau électrique, dont on vient de voir quelles sont les difficultés, et les énergies donc nouvelles. Construction, rénovation dans l'industrie, donc notamment agroalimentaire, donc les investissements réalisés dans l'infrastructure. Donc les opportunités, excusez-moi, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes dans les notes qui m'ont été confiées. Bâtiment d'usine, donc voilà. Gestion de l'énergie dans l'éclairage, ventilation. Ça, ce sont des gros problèmes qu'on va retrouver ici. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a aussi un gros problème dans la fraude énergétique depuis 2011. Donc, les opportunités qui en découlent de production électrique donc, sur l'ensemble du territoire afin donc d'étendre le réseau et de réduire les transports d'énergie. Et en ce sens, l'efficacité énergétique donc, a véritablement son mot à dire. On a beaucoup de mal, honnêtement. On a été sollicité à plusieurs reprises en ce qui nous concerne par des cabinets spécialisés en efficacité énergétique. Et on a bien vu que le message a encore beaucoup de mal à passer. Mais par contre, dans les bâtiments, on voit aujourd'hui la volonté, effectivement, d'optimiser l'isolation thermique, par exemple. Philippe, si tu permets, parce que l'auditoire commence à s'impatienter pour les questions, je pense que, je ne sais pas si tu as encore quelques minutes pour… Ah, ok, d'accord, comme ça… C'est gentil. On est raccord, alors en fait, si les gens s'impatientent, c'est jamais bon signe. Non, c'est surtout parce qu'ils ont des projets spécifiques ou des questions voilà, posées. Bon, alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il reste encore quand même l'eau et l'assainissement. On a qu'environ 30% de la population qui bénéficie j'allais dire, d'un service basique d'assainissement en Côte d'Ivoire. Donc, on est très, très loin des OLD, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y a beaucoup d'infrastructures de l'eau. Là, on est vraiment au cœur de notre sujet. Pour les principaux centres urbains, notamment, donc Abidjan, Bouaké, San Pedro. Ah, OK. Donc, tout ce qui va concerner les nouvelles technologies qui vont permettre effectivement d'optimiser le traitement de l'eau et de l'épuration, l'amélioration de l'accès des populations et les investissements dans les équipements d'approvisionnement en eau potable, mais indépendamment, bien sûr, du réseau actuel. C'est là où c'est un vrai projet industriel. Le recyclage des déchets, bien sûr. On a beaucoup de déchets dans le domaine du recyclage du papier. C'est une filière qui n'est pas du tout développée en Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a des investisseurs du Royaume qui sont sur ces problématiques, donc, notamment de papier, c'est une filière qui n'est pas beaucoup développée chez nous. Donc, collecte, traitement, valorisation des déchets, qu'ils soient électroniques, de papier, pour produire donc, du verre d'emballage, etc., etc. Je vais vraiment très vite. Les déchets, donc ça, je l'ai dit. Et enfin, mais sinon je vais être trop long, tout ce qui va toucher également au domaine de la santé, de la pharmacosmétique, etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire puisque vous le savez, vous en êtes
j'imagine, informés tout comme nous, on importe encore beaucoup de produits de cosmétologie, alors que les produits sont effectivement chez nous, c'est pareil pour l'agro-industrie. Je m'excuse des quelques bafouillages qu'il y a eu, c'est des prises de notes qui ne sont pas très pertinentes. On reste bien évidemment maintenant à vos questions et réponses. On va te redonner la main. Donc dans ce cas-là, Saad, c'est peut-être toi qui va nous driver sur ce sujet. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe. Alors, vraiment, merci pour cet exposé qui montre d'énormes opportunités sur le marché ivoirien. Moi, avant de poser les questions qui sont arrivées via le chat, je peux te dire, je peux déjà, par rapport à certaines questions, il y a pas mal de questions par rapport à l'approche marché. Enfin, ce qu'on voit d'ailleurs qui est assez récurrent sur la plupart des marchés, et ce qui est ressorti d'ailleurs d'une étude qui a été menée par la SMEX sur l'Observatoire du commerce extérieur, c'est d'abord la connaissance du marché et l'accompagnement. Donc, beaucoup d'entreprises, là, on a un intervenant qui nous disait que c'est compliqué de faire des affaires en Côte d'Ivoire parce que c'est une chasse gardée des Libanais. Moi, je pense que, bon, c'est une image. C'est vrai que les Libanais sont. Enfin, tu compléteras peut-être, Philippe, mais je pense que souvent, beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à se développer parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas accompagnés, ils ne font pas de veille et c'est souvent le cas sur tous les marchés. Donc, moi, je suis très content d'entendre qu'il y aura une mission B2B avec la SMEX. Donc, on sera à votre disposition pour y participer ou vous le conseiller. Et alors, pour en revenir aux questions, on a d'abord un intervenant qui était étonné sur le prix de l'électricité, donc qui est du domaine. Le deuxième intervenant qui parlait de la complexité et donc disons, de l'hégémonie des Libanais sur le marché ivoirien. Qu'en est-il? Quelqu'un qui posait la question sur les énergies renouvelables, je pense que tu en as parlé. Est-ce qu'il y a des avantages en termes d'impôts, TVA? Alors, la question suivante, comment une entreprise au Maroc peut avoir des clients potentiels dans l'import-export, dans l'agroalimentaire? Donc, certainement un partenaire local qui va importer, exporter entre les deux pays. Voilà. Secteur des revêtements et peintures écologiques, est-ce qu'il y a des opportunités? Et la dernière question que j'ai, c'est est-ce qu'on peut avoir des contacts fiables pour investir là-bas? Voilà un peu les questions. Ce que je dirais en complément à ce que tu disais, Philippe, c'est que j'ai eu un entretien, enfin, dans le cadre d'un autre projet, un entretien avec notre ambassadeur, M. Ktiani Al-Malek, qui est très dynamique, comme beaucoup de gens le savent, qui collabore beaucoup aussi avec la SMEX, c'est qu'il y a énormément d'opportunités. Il nous disait, enfin, lui parlait d'abord dans un des premiers domaines que tu as cités, c'est l'agroalimentaire et l'agricole. Il disait que le Maroc a beaucoup d'entreprises dans le secteur et en Côte d'Ivoire, disons, il y a tellement d'opportunités et il se demandait d'ailleurs pourquoi les entreprises marocaines n'étaient pas assez présentes. Et tu l'as parfaitement illustré quand tu as montré qu'on n'était même pas dans le mapping, enfin la style que tu as montré, que le Maroc devait être très peu présent en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un potentiel. Donc, je te laisse sans plus tarder répondre peut-être à quelques questions. Et après, on donnera peut-être la parole il y a des personnes qui ont demandé à témoigner. Merci, Philippe. OK. Alors, merci pour toutes ces questions très intéressantes et qui tournent toujours un peu, tu l'as dit, Saad, qui tournent toujours un peu sur cette problématique, en fait. Là, j'entends deux choses. C'est pas facile de faire des affaires et c'est d'autant plus difficile que les Libanais ont totalement verrouillé le marché. Alors, toi et moi, Saad, on accompagne des entreprises depuis de nombreuses années, toi depuis plus longtemps que moi. On accompagne dans nos pays des entreprises depuis de très nombreuses années et on a
par chance, des réussites, parce qu'en réalité, on aborde le phénomène de l'arrivée dans un pays, j'allais dire, de manière méthodologique. On emploie des méthodologies qui sont des méthodologies éprouvées, d'approche marché, qui vont permettre tout d'abord, avant même de se rendre dans le pays, d'avoir déjà, éventuellement, d'avoir déjà en fait une approche de savoir est-ce que, en fonction des éléments précis qui me reviennent sur quels sont les projets, quels sont les concurrents, y a-t-il des avantages, quelles sont les barrières à l'entrée, etc., etc. Y a-t-il des possibilités d'investissement local, etc. Enfin, tout un tas de critères que nous adressons. Eh bien, l'entreprise, l'investisseur, de ce point de vue, il a la capacité immédiatement de savoir si ça l'intéresse ou si ça ne l'intéresse pas. Et si c'est effectivement intéressant, bah, il a déjà fait 70%, voire 80% du travail d'approche. Un travail d'approche qualifié. C'est-à-dire, en fait, un travail d'approche sur lequel il y a des critères qui auront été directement implémentés et qui vont permettre d'aller directement au bon endroit avec les bons interlocuteurs. C'est vraiment toute l'approche de ce qu'on appelle, en fait, dans notre jargon, SAD, des rendez-vous qualifiés. Donc, en amont du rendez-vous qualifié, il faut avoir un peu approché le marché, avoir quelques éléments le plus possible, en tout cas, qui vont permettre de savoir si c'est intéressant pour moi aujourd'hui, ou bien si ce n'est pas encore intéressant, ou bien si ça ne m'intéresse pas. Et si effectivement j'y vois un intérêt, eh bien, quelles sont les bonnes personnes que je devrais y rencontrer? Voilà ce que je peux dire pour cette notion d'approche marché. Et de ce point de vue, eh bien, des sociétés comme la nôtre, comme la tienne, eh bien, et comme d'autres, puisqu'on fait partie d'un réseau international, on est présent dans plus de 130 pays dans le monde à travers ce réseau, je parle de l'OSCI ici, eh bien, nous sommes tous habilités à effectivement faire ce travail en fait d'approche. Je ne sais pas, je pourrais prendre, je sais que c'est un message difficile non pas à faire passer, mais peut-être un message difficile à entendre, puisque logiquement, on est fondé sur le fait de dire que quand je veux quelque chose, il suffit que je me déplace pour pouvoir le mettre en œuvre. Il y a un grand nombre d'acteurs. Vous avez vu, il y a tout un tas il y a des contraintes, il y a beaucoup, comme on dit, l'international, c'est multifactoriel, c'est multidimensionnel, et il est important, effectivement, d'avoir déjà checké ces différents niveaux pour pouvoir ensuite aller un peu plus rapidement en face des bonnes personnes. Sinon, c'est toujours possible, mais il faut y passer beaucoup de temps. Et qui dit beaucoup de temps dit beaucoup d'argent. Et puis aussi, il y a cette notion de découragement que je crois entendre à travers le message que tu nous as relayé. Voilà, en fait, on rencontre beaucoup de difficultés. L'idée d'être accompagné en amont, eh bien, c'est de prévoir quelles sont les difficultés que je vais rencontrer pour pouvoir éventuellement voir s'il y a des manières de contournement. Voilà. Les Libanais sont très présents, mais on peut faire aussi des affaires avec les Libanais. Partout dans le domaine de, ils sont dans tout ce qui est petites et moyennes entreprises. Vraiment, quand je dis petites, ils sont dans le domaine de petites et moyennes entreprises, et surtout dans le domaine de commerce, pièces détachées, textiles, et tout ça, c'est dans tout ça qu'ils vont aller. Et moi, dans toute ma carrière, quand on rentre dans la chaudronnerie, dans l'énergie, dans l'oil and gas et tout, je ne trouve pas de Libanais. Donc, ils ont leur secteur vraiment spécialement maîtrisé par ça. Voilà. Si c'est quelqu'un qui veut rentrer tout à fait dans agro-industrie ou oil and gas ou énergie, il n'y a pas à s'inquiéter au niveau de c'est ce que je voulais rajouter. Voilà, c'était pour la petite explication. Les Libanais ne sont pas dans tout, en fait. Ils ont des domaines dans lesquels ils sont spécifiques. Et puis, les Libanais ne sont pas incontournables. Nous, on a accompagné une entreprise danoise il y a quelques mois, qui est dans le bâtiment, seconde œuvre bâtiment. Et ils font des affaires avec les Libanais. Mais ça a été préparé en amont. On a travaillé dessus pendant plus de 9 mois.
Ça a permis effectivement de présenter l'entreprise, d'essayer de bien comprendre comment il était possible de faire des affaires. Avec un peu d'humour pour mes frères marocains, je veux dire que si des Danois sont capables de faire des affaires avec des Libanais en Côte d'Ivoire, je tente à croire, messieurs et mesdames les investisseurs marocains, que vous êtes capables de faire des affaires avec les Libanais en Côte d'Ivoire. Mais effectivement, c'est pas... Voilà. Ce que je voulais dire aussi, Philippe, c'est que même s'il y a une présence libanaise, comme tu dis, on peut bien sûr faire des affaires aussi avec les Libanais s'ils sont bien implantés, mais s'ils étaient suffisamment, il n'y a pas une saturation du marché. La preuve, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, je pense qu'il y a énormément d'opportunités. Moi, ce que je dirais en complément à ce que tu disais par rapport au réseau d'experts, il faut veiller à ce que le cabinet qui vous accompagne ait une présence locale. Parce que même dans notre réseau OSCI, il ne faut pas le cacher, il y a aussi des cabinets qui interviennent mais qui ne sont pas forcément présents. Et ça, c'est indispensable. Enfin, on peut ne pas être présent mais avoir un partenaire, ça, il n'y a pas de souci. Mais disons que dans nos pays en Afrique, il y a besoin d'un accompagnement et qualifié, c'est-à-dire qu'il faut être sur place. Ce n'est pas des données macro qu'on va trouver sur Internet ou disons une rencontre sur un salon. C'est très difficile. Il faut faire le travail sur place, qualifié, venir bien sûr rencontrer les gens et bien sûr se renseigner sur eux. Il faut faire des due diligence avant d'aller plus loin. Mais si on le fait sur un salon ou dans un roadshow qui n'est pas bien préparé, souvent les résultats ne sont pas bons. C'est ça que je voulais un peu dire par rapport en complément. Merci. Je suis vraiment, on est vraiment en phase là-dessus. Et surtout, ce qu'on a, excusez-moi de le redire de cette manière, mais parce que nous, en fait, là, on a recensé beaucoup d'éléments que nous maîtrisons, qu'on a dans notre base de données, etc. Mais c'est pas ça notre métier, en fait. C'est ça. Notre métier, c'est des métiers de terrain. Moi, je passe ma journée auprès des entreprises locales. Alors, plus, c'est vrai, Sénégal, mais aussi beaucoup en Côte d'Ivoire, en accompagnement avec Medoun, qui a pris la parole tout à l'heure. Et on a, nous, dans ces pays, des gens de terrain qui sont connus et qui parlent les langues du pays, etc., etc. Et on voit bien quelle est la différence. Moi, quand je visite toute la communauté libanaise, je visite dans le monde des affaires. En fait, ils me connaissent, ça fait des années. Ça fait 15 ans qu'on les côtoie et qu'on leur présente des entreprises. On se connaît, on va droit au but. On a vraiment des méthodologies qui sont bonnes. Et vraiment, l'idée de terrain, c'est vraiment une idée, c'est l'idée qui est vraiment à retenir. Et ce qui fait toujours la différence, sauf cas exceptionnel, c'est toujours la même chose. Si tu me permets, Sarah, je voudrais juste rajouter une information qui me paraît importante. Pour autant, tout ce qu'on vous dit ici, ce n'est pas le cas des grosses entreprises déjà internationales. Là, on s'adresse aux PME, PMI quand on vous parle de cette manière. Bien sûr, quand on parle par exemple d'une société comme Addoa ou les banques BMCE et autres, c'est pas sur ce type de prestations que nous pouvons intervenir parce que c'est une grande société internationale. Comme vous le savez, elles sont accompagnées au pire par le ministre en charge, qui va ouvrir la porte du ministre en Côte d'Ivoire, au Sénégal et autres, quand ce n'est pas par le roi Mohamed VI qui fait une visite officielle. Ça, ce sont les grandes entreprises internationales. Donc, en réalité, on rentre dans des accords binationaux, etc., etc. Mais effectivement, la question que vous posez d'approche marché, d'accompagnement, elle est, pour la PME, PMI, elle est essentielle, elle est cruciale. Et elle fait vraiment la différence. Vraiment, elle fait la différence. Vraiment. Et on serait très heureux, bien évidemment, d'accompagner beaucoup plus d'entrepreneurs marocains que nous ne le faisons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et pas que marocains, mais spécifiquement marocains. C'est vrai qu'on a déjà eu des contacts, et c'est vrai que souvent, ce qui bloque, c'est qu'il faut nous payer pour dire les choses, pour mettre des mots sur les faits. Voilà. C'est vrai que certains pays, on a un petit peu évoqué en discutant avec la SMEX, quand on prend le cas des Turcs, ou même par exemple la France lors de la période Covid, elle a mis en place des financements d'accompagnement à l'international, des chèques export, des choses comme ça. C'est vrai que...
Oh, la Belgique aussi, voilà. C'est vrai qu'au Maroc, bon, il y avait des dispositifs, je ne sais pas s'ils vont être réactivés, mais c'est très important d'avoir une aide, notamment pour les PME, PMI. Ça, on est d'accord avec les… Parce que beaucoup d'intervenants, bien sûr, nous, quand on a des contacts avec eux, ben, ils disent, oui, moi, je veux bien y aller, mais il y a à financer. S'ils doivent le financer 100% tout seul, ça fait souvent lourd, mais c'est un passage obligé. Enfin, j'allais dire, on peut pas aller et se développer sur quel que soit le marché, seul, ou même en allant sur un salon. C'est souvent très, très difficile, ou alors on fait face à des complications. On ne connaît pas son vis-à-vis, on ne connaît pas le marché. Donc voilà, ça c'est, comme disait Philippe, il faut se faire accompagner, il faut avoir un minimum de connaissance du marché, hein, donc soit pour une petite étude, soit voilà. Et donc, l'autre question qui est arrivée entre-temps, Philippe, c'est par rapport au domaine des énergies renouvelables. Alors, une personne demandait quels sont les défis de l'énergie solaire sur le marché ivoirien. Donc, certainement qu'il est du domaine, il souhaite savoir. Et la deuxième personne, toujours dans le domaine solaire, et qui souhaite savoir quels sont les délais d'implantation pour ouvrir une SARL en Côte d'Ivoire. OK. Alors, les énergies renouvelables, effectivement, ça fait partie des points qu'on a développés dans les opportunités. Donc, ce sont des opportunités, il y a beaucoup d'opportunités. Et j'ai dit que c'était un marché de prix. Voilà, pour répondre assez rapidement. C'est un marché de prix parce que ça fait 15 ans qu'on dit qu'il y a un taux d'ensoleillement magnifique en Afrique, et nous tous, nous en savons quelque chose, qui plus est en Afrique de l'Ouest. Donc, et logiquement, l'utilisation du solaire a été évidente. Alors, si je peux faire juste un petit peu d'historique, la problématique, on a deux problématiques. C'est devenu un marché de prix parce qu'il y a énormément d'intervenants, tous pays confondus, hein, des Français, il y en a beaucoup, des Allemands, etc. Donc, il y a beaucoup d'intervenants. Donc, il y a beaucoup de monde qui répond aux appels d'offres, etc., etc. Parce que le marché domestique, c'est un marché très spécifique, hein, qui est très, c'est pas encore un marché, j'allais dire, qui est extrêmement florissant. Quand on parle des énergies renouvelables, on parle encore des énergies renouvelables dans le cadre des projets collectivités locales et autres. Hein. Sinon, si c'est pour ce qui concerne le marché domestique, c'est pas encore un marché à part entière. Vous pouvez avoir une boutique qui va vendre de temps en temps ou avec une clientèle peut-être un peu ce qu'on appelle middle class, etc. Et encore, on voit quand même peu de maisons, comment dirais-je, équipées de matériel solaire, comme on pourrait l'estimer. Mais en fait, ça vient, c'est pour ça que je parlais, excusez-moi, petite histoire, c'est qu'en fait, c'est venu du fait qu'au tout début de l'énergie solaire, de manière très non professionnelle, les gens sont venus pour implémenter le solaire. Voilà, mais de manière très informelle, pas du tout de manière professionnelle. Et donc, en fait, on mettait de l'énergie solaire parce que c'était, d'un point de vue marketing, ça parlait bien à beaucoup de monde. Et puis, en fait, puisque ce n'était pas du tout professionnalisé, eh bien, le solaire ne fonctionnait pas. Des batteries venant par exemple de Chine qui 6 mois après étaient totalement vides, qu'il fallait changer, qui coûtaient des fortunes, on ne trouvait plus, etc., etc. Des projets pas du tout comment on appelle ça, calibrés au démarrage. Donc vous achetez un tout petit écran, enfin panneau solaire, et vous pensiez qu'avec un tout petit panneau solaire vous alliez pouvoir faire une maison R+1, etc., etc. Donc tout ce qui a été fait pendant plusieurs années au démarrage du solaire dans le monde a aussi mis un coup de frein assez fort et une certaine méfiance, une certaine défiance auprès du consommateur domestique, si je puis dire. Voilà les deux effets que je voulais vous dire. Mais le plus important pour répondre à la personne qui nous a sollicité, c'est de conserver à l'esprit que c'est un marché de prix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas matière à y rentrer. Hein. Délai pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire. Alors, je suis bien embêté de vous dire que jusqu'avant la pandémie, grâce à la CPC et tous les efforts qui avaient été construits
c'était relativement rapide et que malheureusement, depuis la pandémie, ça s'est vraiment dégradé énormément et que je serais bien incapable de vous dire aujourd'hui quel est le temps qu'il faut pour monter, puisque nous-mêmes, on a plusieurs entreprises là, pour des clients qu'on suit et honnêtement, c'est vraiment compliqué. Alors, il y a eu des changements, le gouvernement Alassane Ouattara, notamment sous l'impulsion du Premier ministre. Et ils sont en train un petit peu de revoir les agences d'État, etc., dont la CPC. Et la direction de la CPC a changé. C'est une dame dont je ne me rappelle plus le nom qui a été nommée. Donc, elle est en train de remettre ça en place. Mais délai de création, de toute façon, actuellement, il faut être accompagné pour pouvoir obtenir quoi que ce soit. Vraiment, et là, je vous parle en connaissance de cause, on est dessus, nous, hein, pour d'autres personnes. Voilà, donc je ne peux pas vous répondre. Très long, on va vous dire très long. C'est-à-dire en quelques mois, quelques semaines, quelques mois. D'accord, ok. Mais je fais vraiment cette notion. Rappelez-vous que juste avant la pandémie, ça fonctionnait très bien. Voilà, très rapidement, au bout d'une semaine, 15 jours, vous aviez votre registre du commerce. Et puis la pandémie est arrivée et malheureusement, on a fait une marche arrière totale que la fin de la pandémie, ou en tout cas la fin des restrictions dues au couvre-feu, ont levé. Bon voilà, on est resté sur ces modèles anciens, archaïques. On n'a pas été capable de reprendre le fil de ce qui avait été mis en place. Ils ont arrêté le directeur, ils ont changé de directeur. Deux choses à retenir, ça va prendre du temps et il faut être accompagné. Obligatoire. Ce que je pourrais dire, Philippe, peut-être en complément, enfin, tu me corrigeras, mais souvent, ce qu'on propose comme solution avant de créer une filiale, ça peut être aussi parallèle, c'est ce qu'on appelle le portage salarial. C'est-à-dire, vous êtes intéressé par un secteur, vous ne pouvez pas ou ne voulez pas créer tout de suite une filiale, ben vous pouvez toujours soit recruter ou le cabinet local recrute pour vous une ressource qui va travailler exclusivement pour votre société, qui va faire du développement en attendant que votre filiale soit créée ou pas. C'est-à-dire, je pense que vous avez ce format-là, Philippe, aussi au niveau de ces mots, au niveau de la Côte d'Ivoire. Portage salarial, oui, tout à fait. De toute façon, après, il y a beaucoup de choses. Portage salarial, la création d'une succursale, oui. L'import-export, l'export direct, l'export indirect, après le montage. La représentation aussi, vous pouvez aussi travailler. La représentation. Enfin, il y a plusieurs modèles. Ça corrobore ce qu'on disait précédemment, messieurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de manières de rentrer et il faut trouver la meilleure manière de rentrer sur ce marché. Et il y a forcément une solution qui est la plus adaptée. Mais ça doit se concrétiser à travers une analyse qui va permettre de trouver la solution qui paraît la plus adaptée en fonction de vos objectifs. Voilà. Alors, dans les questions, le prix de l'électricité, alors, je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai pas la réponse. Je sais qu'effectivement, on a retrouvé des indicateurs, une indication sur le prix de l'électricité. Quelqu'un, visiblement, c'est peut-être quelqu'un qui prendra la parole. Malheureusement, je crois que je n'ai pas la réponse, voilà, pour le prix de l'électricité. Éventuellement, je vais le mettre en point d'interrogation, on va vérifier. Oui, si tu peux vérifier, ce serait bien. On va vérifier ça, savoir si c'était vraiment le dernier prix ou si c'était les prix. Mais ils n'ont pas baissé dernièrement, les prix. Les prix sont assez stables depuis plusieurs années, hein, et ils sont peu chers pour autant par rapport à ce qu'on connaît dans la région. Hein. Ne serait-ce que par rapport au Sénégal, par exemple, qui est beaucoup plus cher. Alors, agroalimentaire, import-export. Ben, oui, mais ça, on l'a dit à plusieurs reprises. Je ne me rappelle plus très bien de la question. Est-ce qu'il y a matière à faire de l'import-export sur l'agroalimentaire? Je crois que ça, on l'a vu. Oui. Il y a des marchandises, de toute façon. Alors là, il faudrait revenir peut-être sur pas maintenant, mais peut-être cette personne, si elle m'envoie directement son adresse mail, je me permettrai de vous envoyer, monsieur ou madame, le support du webinaire que nous avions fait précédemment, qui, lui, était peut-être un peu plus porté justement sur l'import-export. Donc, vous y retrouveriez éventuellement des éléments qui pourraient répondre à cette question. Revêtement écologique, je ne sais pas quoi en dire, sans doute. Ça mériterait de faire une approche marché et de faire une petite étude. Je ne vois pas pourquoi. Je vous dis, par exemple jusqu'à encore 2018-2019, vous aviez très peu dans tous les bâtiments, quels qu'ils soient, vous aviez très peu de revêtements thermiques.
donc d'isolant thermique. Et j'aime à le dire, on a accompagné cette entreprise qui reste une PME-PMI, mais qui est déjà internationale. Elle est stupéfaite du nombre de containers qu'elle a déjà envoyés en Côte d'Ivoire, à tel point qu'elle envisage donc, le Sénégal, mais qu'elle envisage aussi de créer une usine localement, j'entends dans la région, face à la forte demande qu'elle a constituée localement. Donc, pourquoi pas revêtement éthologique, ça mériterait en tout cas d'être posé. Contact fiable pour investir en Côte d'Ivoire. Bah oui, je pense au premier rang duquel c'est bon. On est un contact fiable. On est là depuis 1900. Enfin, moi, je suis en Afrique depuis 1997. La société a été créée en 2009. Là, je crois un peu plus de 250 entreprises accompagnées à notre actif, un peu plus de 350 études de faisabilité à notre actif. Quelques belles réussites dans les accompagnements que nous avons réalisés. Donc, je pense que nous sommes des contacts fiables en Côte d'Ivoire. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Maintenant, par rapport, si la question aussi concernait du sectoriel, ce que je dirais en complément à ce qu'a dit Philippe, ce qui est le cas de tous les marchés, il y a un travail qui est fait avec des due diligence. C'est-à-dire, si vous nous dites, moi, je suis dans le solaire, des panneaux solaires avec des éléments techniques, il va falloir travailler sur le marché pour savoir qui sont les acteurs, qui est potentiellement un bon distributeur pour vous ou un bon partenaire. Enfin, tout dépend de ce que vous voulez, quel est votre projet. Mais disons que ce que dit Philippe, c'est bien sûr toute question qui va être posée au cabinet, ils vont la travailler dans les règles de l'art. Maintenant, vous pouvez avoir aussi des renseignements généraux via peut-être les chambres de commerce ou les sites des ministères locaux, mais ce n'est pas qualifié. Hein. C'est l'ensemble des acteurs qui sont là et à vous de prendre le risque. On a même mis sur une planche, sur un slide, on a donné les numéros de téléphone et les adresses mail en fait, de ces officines. Oui, tout à fait. Oui. Donc, je ne sais pas, Philippe, je sais qu'il y avait un intervenant qui avait demandé la parole. Je reviens aussi à M. Belhassan. Je ne sais pas si vous voulez qu'on donne la parole déjà aux personnes qui veulent témoigner. Il y a eu M. Hamid Douche, si je me rappelle. Oui, M. Hamid Douche. Il n'y a pas le micro de M. Hamid Douche. C'est Hamid Douche, vous avez la parole. Il faut qu'il mette le micro. Il faut activer votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bien, je vous remercie, je vous félicite pour cette excellente présentation et les explications qui vous ont été données. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, donc ma voix elle est un peu enrouée. J'aurais aimé vous poser une question concernant le risque pays et la stratégie de sortie pour un investisseur, the exit strategy. Quand on va dans un pays pour investir, on ne va pas pour s'éterniser. On va pour investir et demain, peut-être qu'on veut sortir. On peut aussi développer son business à l'infini. J'aurais aimé aussi que M. Cordier nous parle du marché régional, parce que la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, elle représente 35% du PIB de l'UEMOA, mais c'est le deuxième grand pays industriel après le Nigeria dans l'espace CEDEAO. Donc, tout investisseur marocain intéressé par le marché ivoirien doit garder à l'esprit qu'il a le potentiel d'exporter dans la sous-région. Et la Côte d'Ivoire est un des pays qui a le plus d'infrastructures dans la sous-région, qui est très ouvert, qui a un potentiel incroyable. La slide que vous avez présentée dans laquelle le Maroc n'apparaît pas, quand on voit la source de cette slide, vous voyez qu'elle vient de la GIZ et nous avons des problèmes avec les Allemands. Et donc, je pense qu'ils l'ont fait exprès pour ne pas indiquer le Maroc,
Je peux vous dire que les investissements, le Maroc est le premier investisseur dans l'espace CEDEAO, deuxième en Afrique, et vous le savez très bien. Donc, occulter la présence marocaine en Côte d'Ivoire, qui quand même recueille 19% des investissements directs étrangers en Afrique, en provenance du Maroc. Je voudrais, à l'adresse des participants qui peut-être ne le savent pas, dire que grâce à l'engagement très fort de Sa Majesté pour le continent africain, l'Office d'échange a émis une circulaire qui permet à tout investisseur marocain d'avoir une dotation en devises à hauteur de 100 millions de dirhams chaque année pour l'investir dans les pays d'Afrique et 50 millions en dehors du continent africain. Donc, sur le plan législatif, sur le plan financier, je crois que nous avons tous les outils, surtout pour soutenir la catégorie d'entreprises que vous avez mentionnées et qui ont fait l'ossature de votre présentation, à savoir les PME, PMI. Les grandes entreprises, bien sûr, ont d'autres moyens et c'est peut-être un autre débat, comme vous l'avez si bien dit. Je termine en disant que les sites industriels que vous avez mentionnés n'ont pas inclus les opportunités qu'il y a dans d'autres zones, notamment à San Pedro, où il y a un grand port, où il y a beaucoup d'investissements qui sont en cours d'être réalisés et où des entreprises marocaines sont déjà présentes dans l'industrie du bois. Donc, moi, je voudrais surtout, en tant que vice-président de la SMEX et conseiller du président pour l'Afrique, encourager les entreprises à aller vers la Côte d'Ivoire, un grand pays ami avec lequel nous avons des relations, comme vous l'avez dit, sur tous les plans qui sont exemplaires. Le Marocain en Côte d'Ivoire, où j'ai vécu 16 ans moi-même, se sent vraiment chez lui. Juste un petit point concernant nos amis libanais qui font peur à certains opérateurs marocains. Je voudrais rappeler que les citoyens libanais sont venus massivement en Côte d'Ivoire à partir de la crise politique que le Liban a connue en 1975. Ils se sont installés, ils parlent la langue locale, ils ont acquis la nationalité ivoirienne, mais ils ont surtout saisi les opportunités du départ massif des entreprises occidentales et notamment françaises suite à la chute du mur de Berlin en novembre 1989. Ils ont racheté les affaires et les usines des Français qui ont fait une ruée vers l'Europe de l'Est et tout. Et donc, la différence avec le commerçant marocain ou bien le petit industriel marocain, c'est quoi? Le Libanais considère la Côte d'Ivoire comme étant son pays. Il investit et réinvestit. Le Marocain commerçant que moi j'ai connu, l'argent qu'il gagne en Côte d'Ivoire, il le rapatrie au Maroc. Donc, il ne faisait pas de réinvestissement. Et les Marocains ont raté beaucoup d'opportunités pour avoir des affaires, de très belles affaires en Côte d'Ivoire. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Une entreprise comme la vôtre peut les accompagner, surtout avec le réseau de relations que vous avez sur place. Et voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Les opportunités se trouvent dans l'agro-industrie. Il y a la pêche et le café, l'anacarde que vous avez mentionné. Et j'insiste beaucoup sur le co-développement et le co-investissement. C'est la seule façon de partager les risques aussi et de travailler dans la quiétude. Je vous remercie. Désolé, je suis malade et j'ai des difficultés à respirer. Merci beaucoup. Merci, M. Hamidouche. On apprécie d'autant plus que vous avez bien voulu partager malgré votre état de santé. Donc, on vous souhaite un très, très bon rétablissement. Merci pour le témoignage. Merci. Je te passe la parole, Philippe. Merci infiniment, Monsieur le Vice-président. Je n'avais pas eu l'occasion de partager avec vous. Vraiment, je vous remercie pour ces informations extrêmement importantes. Je vois que j'ai bien fait de mettre quelle était la source de mon slide pour la partie. Donc, alors, à titre personnel, je reviendrai, je rechercherai à reconstituer toutes ces informations parce que ça m'intéresse en fait. Voilà. Alors, vous l'avez dit, on nous a sollicité pour la partie investissement, enfin industrie sur la Côte d'Ivoire, et du coup, on se restreint à cet exercice. Voilà, raison pour laquelle nous n'avons pas
aborder le marché régional, si ce n'est sur le premier slide, qui était vraiment un slide d'ouverture, qui va dans le sens de ce que vous avez évoqué. San Pedro, oui. Je sais que Médoune y va de manière très régulière, donc effectivement, dans l'aspect industrie, il y a beaucoup de choses à faire. Sur la présentation que nous en avons faite, nous sommes arrêtés, Monsieur le Vice-président, en fait, à la partie des zones spécifiques qui ont été mises à la disposition des investisseurs et pour lesquelles aujourd'hui, sauf cas exceptionnel, toute entreprise industrielle qui se crée doit résider sur ces zones spécifiques. Voilà. Maintenant, il y a des dérogations qui ont été votées, je crois que c'est 2018. Il y a eu dans le Code des investissements, il y a eu une refonte courant 2018 avec la loi votée en 2019 et qui a permis effectivement d'assouplir cette possibilité. Et du reste, en parallèle, il y a un gros recensement qui est effectué justement pour essayer de bien comprendre et de recenser, de lister l'intégralité des entreprises qui sont hors de ces zones spécifiques, dites zones d'investissement industriel, pour lesquelles aujourd'hui vraiment le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, veut faire le nécessaire pour qu'il y ait un regroupement de ces industries, dans le sens également du développement durable, c'est-à-dire toutes les infrastructures qui permettent de gérer au mieux les problématiques, quelles qu'elles soient, de risques industriels, etc. Écoutez, moi, je vous remercie. Je n'étais pas du tout au courant de cette dotation en devises pour investir en Afrique. C'est une très bonne nouvelle. Et très bonne nouvelle. On reste à votre entière disposition, bien évidemment. Merci Philippe. Oui, je t'en prie. Monsieur Belhassan, je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants qui souhaitent partager des témoignages ou demander des précisions. Monsieur Belhassan. Il y a une autre personne qui s'est connectée avec Galaxy A71 qui a levé la main. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Mettez le micro, actionnez le micro. Micro, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Voilà. C'est Mohamed Taïf, gérant de la société Africa Steel. Donc, d'après une petite expérience sur le continent africain, bien spécialement on parle de la Côte d'Ivoire, on a fait des tentatives d'investir sur pas mal d'activités avec des amis. Et c'est moi qui a glissé la petite remarque quoi les Libanais, ils se protègent entre eux. Pour moi, on a fait une tentative de faire une entreprise de matériaux de construction, mais ça n'a pas abouti parce qu'il y a des géants là-bas, Yeshi Group et la société Sotassi qui fait tous les gammes de matériaux de construction. Monsieur Philippe, il connaît déjà ces gens-là. Ils sont très puissants et ils te laissent investir et après ils baissent les prix pendant une année et toi tu gagnes rien et tu seras obligé de quitter. Donc c'est ça le vrai souci. Donc j'ai donné l'exemple des matériaux de construction et moi d'après mon expérience là-bas, donc c'est quoi le secteur où les Libanais ils ne touchent pas? C'est ça la question. Donc il ne faut pas baisser les bras, mais voilà, c'est la réalité. Voilà. Je connais tous les patrons par cœur, c'est des amis à moi, les Fares, les Bati Plus, les Yeshi Group, Baidoun. C'est très compliqué. C'est spécial. La Côte d'Ivoire, c'est spécial par rapport aux autres pays parce que les 90% des sociétés, c'est des Libanais. Hein. Donc, c'est quoi le secteur que tu peux toucher tranquillement? Je ne sais pas.
il y a un avantage, c'est que les Libanais, ils veulent gagner l'argent facilement. Donc, il faut viser pratiquement les secteurs qui n'exigent pas de technicité approfondie. C'est ça mon conseil d'après ma petite expérience de 20 ans sur le continent africain. Je suis encore jeune, hein? J'ai 43, la moitié de ma carrière, je l'ai passée en Afrique. Donc, c'est. Faut pas dire que je suis un vieux, hein? Voilà. Donc, merci pour votre témoignage. Je laisse la parole à Philippe. Je ne sais pas si tu as des éléments par rapport à ça. J'ai pas de. Moi, enfin, nous, on a plusieurs exemples. Je fais toujours le dernier ici, mais on en a plusieurs. On a travaillé aussi avec des gens dans le funéraire, on a travaillé avec des gens encore dans le second top bâtiment pour les enfin, il y a l'isolation, on a déjà pas. Enfin, on a pas mal d'exemples sur lesquels on a réussi à faire des actes. Enfin, on a réussi, nous, personnellement, dans notre job d'accompagnement, donc conseil et accompagnement, mais je répète, de manière pour que ça soit bien clair, c'est nous, c'est vraiment notre job, c'est vraiment de faire de l'accompagnement. J'ai toujours l'habitude de dire à tous les gens, nous, on a les mains dans le cambouis. Voilà. Nous, on est auprès des entrepreneurs, on discute avec eux et on est nous-mêmes des entrepreneurs. Au service des entrepreneurs, en fait. On a pas mal d'expériences réussies et dans divers secteurs. Voilà. Alors, la particularité libanaise, vous en avez donné une partie. Il y en a une autre, c'est que les Fares, etc., ils sont présents en Côte d'Ivoire, mais ils sont présents au Sénégal, ils sont présents en Guinée, etc. Donc, c'est une communauté, effectivement, qui est assez fermée, dans laquelle vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Mais par contre, ils ne sont pas fermés aux activités. Enfin, encore une fois, même j'ai un ami ici qui est dans l'informatique. Il travaille avec toute la communauté libanaise locale et grâce à cette communauté libanaise locale, il est en train de travailler au Mali, il est en train de travailler en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Donc, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples à vous donner que ceux que je donne ici. Maintenant, ça veut dire aussi que tout n'est peut-être pas réalisable. Hein. Non, Sotassi dont il a parlé, Sotassi, tout le monde les connaît, hein? Ça fait longtemps qu'ils sont là, ils sont dans le fer, ils sont dans les tôles, l'acier et tout. Mais vraiment, c'est des gens qui travaillent bien, hein, parce que même il y a un des gros projets que je viens de quitter en Côte d'Ivoire sur une centrale électrique, même les tôles commandées, vous avez des certificats de conformité, ils sont certifiés ISO 9001. Voilà. Tout début est difficile, mais moi je trouve qu'il y a la place pour tout le monde pour se bagarrer avec les Libanais qui sont là depuis plusieurs années. Il y a le marché. Voilà. Oui, Merci. Voilà ce qu'on pourrait dire, et puis on pourrait reprendre ce que disait également la participation du vice-président Andouche, qui a donné aussi une indication assez précise, c'est-à-dire qu'il y a aussi une méthodologie d'implémentation dans le pays. Voilà, moi j'ai entendu ce que nous a dit le vice-président, c'est-à-dire qu'effectivement, ils font des affaires, et puis les affaires, ils s'implantent dans le pays, et puis l'investissement, ils créent d'autres investissements, etc., etc. On voit bien, je crois que ça a été bien présenté également. Il y a un état d'esprit, en fait, à l'origine. Je ne dis pas, Monsieur Mohamed, que vous n'aviez pas cet état d'esprit, ce n'est pas ce que je veux dire. Et je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure sur Ndouche, pour dire qu'effectivement, il y a aussi une méthodologie, un profil d'investisseur. Et l'investisseur libanais, il implante sa famille et il se développe dans le pays. Et une fois qu'il est bien développé dans le pays, il va se développer dans le pays voisin, etc. etc. Une vraie volonté de vrai investisseur au sens noble du terme. Merci. Madame Sabrina Tahiri. Madame Tahiri, mettez votre micro, parce qu'on ne vous entend pas. Madame Tahiri, vous avez levé la main pour poser une question. Le micro est fermé. Oui. Madame Tahiri. Peut-être lui envoyer un message. C'est envoyé. Bon, on ne peut rien, donc...
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions, apporter un témoignage? Il y a un participant qui a d'ailleurs, en réponse à la présence libanaise, il disait que c'est vrai que les Libanais sont présents, les Français aussi, mais il y a des créneaux comme l'informatique, robotisation, intelligence artificielle, il y a plein d'autres créneaux où il n'y a personne, où il y a des opportunités énormes et donc où des entreprises marocaines peuvent s'implanter. Est-ce qu'il y a d'autres participants, M. Belhassan? Non, je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire. Je tiens à remercier vivement M. Philippe Cordier pour son exposé, pour toutes les informations qu'il nous a données. Bien sûr, il y a du pain sur la table pour tout le monde. Chaque marché a ses spécificités, mais il faut persévérer, il faut prospecter le marché pour voir quelles sont vraiment les véritables opportunités à saisir. Je remercie également Saad Hmoumi, notre partenaire pour cette nouvelle série de webinaires de Win Business. Je remercie tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin de ce webinaire. Et je vous laisse le mot de la fin, Saad Hmoumi, M. Cordier. Je te passe la parole, Philippe. Je ferai la clôture. Oui. C'est gentil. Merci, monsieur Belhassan, d'abord de la confiance renouvelée. Je crois que c'est la 8e fois qu'on participe avec vous à ces webinaires. On apprécie vivement la participation des chefs d'entreprise marocains qui sont toujours présents. Ça, c'est la première chose que je voudrais signifier. Je vais remercier également mon confrère Saad Hmoumi pour toute l'énergie qu'il met à nous réunir dans le cadre de ces webinaires. Je voudrais, si vous me le permettez, M. Belhassan et M. Hmoumi, profiter pour vous dire qu'on a évoqué la partie, comment dirais-je, oil and gas, qui, dans notre région ouest africaine, est un secteur extrêmement, notamment le secteur des hydrocarbures et du gaz, qui est un phénomène extrêmement important d'un point de vue économique, mais on pourrait même dire sociétal. Effectivement, le pipeline au Bénin, la découverte de nombreux barils en Côte d'Ivoire, et puis au large du Sénégal, de puits de pétrole et de gaz extrêmement importants. Bien. Sur cette économie spécifique, sur cette industrie, en réalité, c'est une industrie extrêmement large. Donc, j'avais dit au début que, quand j'ai parlé de cette industrie, j'ai dit voilà, c'est une industrie internationale, les grands faiseurs travaillent principalement avec leurs sous-traitants avec lesquels ils travaillent partout dans le monde. C'est un fait, et ça, personne ne pourra rien y changer. Une question de compliance, une question de sécurité, de limiter les risques, etc., mais aussi de savoir-faire et de compétences. Bien. Sur cette industrie, puisque ce sont des entreprises internationales, elles sont déjà en train de venir en Afrique de l'Ouest et elles sont habituées à un certain standing, à un certain niveau, notamment d'activités annexes. Un Philippin qui travaille sur des plateformes, qui travaille dans des extractions ou dans le montage de cuves de pétrole, etc., quand il le fait aux États-Unis, quand il le fait aux Philippines, quand il le fait partout, il a le même niveau d'infrastructure. Il est dans le même contexte partout dans le monde. Il bénéficie de crèches, il bénéficie d'écoles pour ses enfants, il bénéficie de gardiennerie, comment on appelle ça, de conciergerie d'entreprise, etc., etc., etc. Ça, à l'heure où nous vous parlons, ça n'existe pas encore de manière qualifiée, ça n'existe pas encore dans les 3 pays que j'ai cités, Bénin, Côte d'Ivoire et Sénégal. Et j'insiste quand je dis ça. Je pourrais me faire taper sur les doigts, mais j'insiste en disant cela. Pourquoi je mobilise, pourquoi je vous parle de ça? Je prends 2 minutes pour vous en parler, parce que
l'idée, justement, dans le cadre du contenu local, c'est de voir dans quelle mesure, dans ces 3e et 4e rangs, les entrepreneurs marocains pourraient être mis en contact directement avec les entreprises béninoises qui ont déjà la capacité commerciale à faire, avec les entreprises ivoiriennes qui ont déjà la capacité à faire, je parle de capacité commerciale, et avec les entreprises sénégalaises qui ont également la capacité à faire. On a lancé ce projet donc, de rendez-vous B2B qualifié il y a maintenant 15 jours. Voilà. On voulait simplement vous en faire part pour vous dire que nous sommes dans ce trend. On a des partenaires. On a un partenaire, la société Helios au Bénin, la société soudure industrielle et pétrolière en Côte d'Ivoire et la société Codex SA ici au Sénégal qui croit dans ce projet. Et l'idée, donc, c'est faire rencontrer des entreprises de l'extérieur, y compris, bien évidemment, des entreprises marocaines, leur permettre de rencontrer des entrepreneurs locaux avec lesquels ils pourront amener leur savoir-faire, leurs compétences et l'entrepreneur local, toute sa capacité commerciale de pouvoir rentrer sur ces marchés autour de l'oil and gas. Voilà ce que je voulais vous dire, passer un petit message pour vous dire qu'on a ce projet sur lequel on travaille, avec lequel bien aussi, on aurait grand plaisir, là encore, à vous accompagner, comme on accompagne des sociétés, on a déjà rapproché des entreprises belges, des entreprises françaises, des entreprises japonaises, des entreprises philippines, nous ont approchés par l'intermédiaire de nos différents correspondants un peu partout dans le monde. Voilà. Je m'excuse pour le temps pris, mais ça me paraissait important. Merci Philippe pour cette opportunité qui est très intéressante. En fait, en clair, c'est appel à toutes les entreprises qui travaillent dans l'oil and gas, qui peuvent avoir un savoir-faire, parce qu'il y a un marché très important qui est déjà là entre ces 3 pays. Donc, c'est ça le message de Philippe. Donc, on sera à disposition pour créer ce partenariat, essayer de faire que le développement sud-sud ait aussi un sens, ce n'est pas que nord-sud. Et donc, moi, je tiens à remercier Philippe et aussi Medoun Diop, enfin, son partenaire en Côte d'Ivoire, et ce partage et ces nouveaux formats de Doing Business qui va être sectoriel. On va essayer de généraliser et de zoomer par pays en fonction, bien sûr, de l'intérêt que ça représente pour les membres de la SMEX. Et j'en profite pour remercier M. Belhassan et toute l'équipe de la SMEX avec M. Sentissi, Mme Karkari et M. Himidouche qui a témoigné aussi, que je remercie. Et donc, je vous donne rendez-vous, je pense c'est bien le 15 décembre, hein, Philippe, tu me corrigeras, sur le Sénégal pour un Doing Business aussi, même format. Donc, j'espère que on aura autant d'intérêt que celui de la Côte d'Ivoire. Et voilà, on est à votre disposition pour tout accompagnement. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Philippe. Donc, merci et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, Philippe. Merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Allez, au revoir.